Quelques personnes m'ont demandé si je ferais une vidéo sur Charlie Kirk. Puis je trouvais ça cool quand même parce que on m'a même spécifié ah, je commande jamais, je like pas, mais je t'écoute. Puis moi, je trouve ça le fun de faire des vidéos comme ça parce que c'est une façon. En fait, c'est que je préfère l'oral à l'écrit. Donc, tu sais, j'ai souvent eu l'ambition d'écrire des livres. Je suis pas sûr si je vais finir par le faire parce que je m'emmerde beaucoup, en fait, dans le processus créatif. Mais de l'écriture, mais je m'emmerde pas dans le processus créatif de parler. Il y a quelque chose en moi qui aime l'oral et le vif et le débat, et même encore plus en personne et même encore plus individuellement, comme Charlie Kirk d'ailleurs. Et donc, malgré que sur à peu près tous les points, je suis pas en accord avec lui, je respecte quand même son parcours parce que de un, pour un républicain, c'était quelqu'un de très ouvert à discuter. Et quoi qu'on en dise, des fois, c'est la gauche woke qui est pas parlable. Tu sais, je veux dire, le meilleur exemple, c'est Kamala Harris qui a refusé d'aller voir Joe Rogan à son podcast, qui est le plus populaire podcast au monde. Qui fait ça en campagne électorale? Pas aller au podcast le plus populaire du monde parce que tu te sens moralement supérieur à cette personne-là. Évidemment, la raison donnée, c'est conflit d'horaire. Fuck that shit. Tu refuses pas d'aller au plus gros podcast au monde ou au pire, tu demandes qu'on s'arrange dans l'horaire, mais tu refuses pas ça en campagne électorale. C'est la grosse problématique de la gauche extrémiste woke aux États-Unis, c'est qu'elle se sent supérieurement morale et donc elle ne daigne même pas aller argumenter dans les détails. Et Charlie Kirk le faisait. Et il y a beaucoup de choses avec lequel je suis quand même d'accord dans son analyse. Tu sais, si mettons tu prends, je sais pas moi, un problème de racisme aux États-Unis, comme j'ai partagé une vidéo, vous pouvez voir sur mon mur, d'un noir qui explique les statistiques par rapport au fait qu'il y a plus de crimes qui sont commis par les noirs. On peut arriver avec le même fait à des analyses différentes. La droite américaine a tendance à dire il faut qu'ils soient dans les prisons pour pas qu'ils nous tuent, comme ils l'ont fait avec Irina Zrutka, là. Zrutka? Peu importe. L'Ukrainienne qui est morte, encore une fois, allez voir sur mon mur si vous ne savez pas de quoi je parle. Parce que c'est très important dans la mort de Charlie Kirk. C'est un des derniers vidéos qu'il a fait, c'est par rapport à elle. Et donc, pourquoi la droite est autant en colère en ce moment, c'est notamment à cause de sa mort à elle. Et donc, on veut, par exemple, que des gars comme celui qui a tué elle, qui est un homme noir, qui se faisait 14 fois qu'il était arrêté, qui a été libéré par le juge parce qu'il a écrit une belle lettre, on veut que ce gars-là soit en prison. Ça, c'est la réflexion de la droite. La réflexion un peu plus de la gauche, ça serait de dire, ben, ça prend de la compassion envers lui, parce que la raison pour laquelle il y a plus de crimes de gens de race noire aux États-Unis, c'est pour des raisons systémiques d'injustice sociale qui les défavorisent. Charlie Kirk n'était pas d'accord avec le fait que ça existait, mais ça existe parce que dans le fond, tu sais, tu peux juste prendre le principe de l'héritage ou de comment tu as des traumas qui se transmettent générationnellement. Bref, il y a comme un désavantage d'être noir aux États-Unis historiquement, mais la réponse, c'est pas nécessairement des libérer. La réponse, ça peut être par exemple, dans le cas du gars, à mon avis, c'est une question d'hôpital psychiatrique, c'est-à-dire c'est une question de vraiment s'occuper de sa santé mentale parce que on voit dans la vidéo, tu sais, c'est rare qu'on va voir un meurtre où on a autant de détails. On voit la fille rentrer, elle est complètement dans son téléphone, elle est complètement timide, elle est dans sa bulle, elle s'assoit, elle a ses casquettes, elle a ses écouteurs, elle regarde son téléphone. Puis lui, après l'avoir tué, il est debout, puis il marche sur place, il enlève son chandail, puis il est comme I got that white lady. Fait que déjà, il la traite de blanche. Donc, encore une fois, il y a toute la problématique raciale qui s'exprime dans sa maladie mentale. She called me a nigger. Donc, encore une fois, toute la problématique woke de la censure, de dire tu peux pas utiliser le mot en haine. Tu peux pas l'utiliser, ça peut me permettre de te tuer parce que c'est une telle insulte. Sauf qu'elle l'a clairement pas fait, là. C'est sa maladie mentale. Mais c'est ça que ça fait aussi une culture qui est tout le temps en train de cogner le clou. Tu sais, si tu regardes, mettons, le rap noir américain qui est tout le temps en train d'utiliser ce mot-là, puis tout le temps en train de dire, toi, tu n'as pas le droit de l'utiliser, ben, c'est en train de créer un clivage social évident dans les normes d'expression, etc. Et donc, tu peux pas chanter une toune parce qu'il y a un mot que tu n'as pas le droit de dire dedans. C'est absurde.
Mais il y a plein d'autres problématiques, tu sais, comme par exemple, tu vas avoir, j'ai partagé une autre vidéo, tu vois une femme noire qui dit « Je peux pas être raciste, je suis noire ». Et donc, ça, c'est l'affirmation la plus raciste qui existe, parce que le fait que tu peux pas être raciste parce que tu es une femme noire, ça implique que les femmes noires sont supérieures moralement, parce qu'elles peuvent pas être teintées du racisme, elles peuvent pas vivre cette espèce de problématique mentale-là, parce que historiquement, si ça a fait en sorte que c'est impossible pour elles. Et donc, elles sont comme supérieures moralement. Encore une fois, la problématique woke, hein? Je suis supérieure moralement, je ne peux pas être raciste, c'est toi le raciste, et tu es raciste parce que tu es un homme blanc. Donc, on est en train de littéralement dire je suis supérieur parce que je suis une femme noire, tu es inférieur parce que tu es un homme blanc. C'est en plus du sexisme. C'est la définition même du sexisme dans le sens où le racisme là, et le sexisme, la définition, c'est au niveau idéologique. C'est idéologiquement, tu penses qu'il existe une race supérieure. Et donc, si d'emblée, sans même avoir parlé à la personne, sans connaître aucune de ses opinions, elle est raciste et sexiste parce que c'est un homme blanc, eh bien, ça veut dire que dans ton idéologie, tu penses que la femme noire est supérieure. Right? Puis c'est ça la définition du racisme. C'est que tu penses qu'il y a un groupe, une population génétique, une race qui est supérieure. Donc, on a vraiment un dialogue de sourds aux États-Unis. Puis c'est pour ça que je parle souvent du racisme. Vous avez peut-être vu des posts passer, vous ne compreniez pas de quoi je parle, parce que je comprends le débat de fond qui se passe dans cette nation-là et dans d'autres pays, parce que leur culture teinte tout le monde et tout le wokisme est fondé là-dessus. Et le wokisme a détruit essentiellement ma science, l'anthropologie. Donc, je l'ai vu depuis 1999, l'année où j'ai commencé à étudier, j'ai commencé mon baccalauréat en anthropologie à l'Université de Montréal. J'ai vu ce qui est en train de se passer et je suis assez intelligent pour voir le futur. Et donc, pas parce que je suis un devin, juste parce que c'est évident que si tu pars avec cette axiome-là, ben cette idée-là va s'en suivre. Et donc, il n'y a aucune surprise pour moi de ce clivage social-là aux États-Unis. Et donc, on se ramasse avec une espèce de dialogue de sourds qui est très hypocrite parce que d'un côté, par exemple, tu as l'idée, je sais pas moi, mettons, la gauche woke va dire des choses comme, tu sais, respecte les femmes musulmanes voilées, tu sais, c'est leur culture, machin, machin. Mais si un chrétien dit que la femme doit rester au foyer, ben là, parce que toi, tu es plus du côté chrétien, là, tout à coup, tu rentres en guerre idéologique contre la personne. Or, la façon que la femme est traitée en islam ne semble pas te déranger autant. Et donc, il y a clairement du deux poids, deux mesures dans l'analyse ici. Fait que tu te ramasses avec une espèce de discours bizarre, du genre la gauche donne des libertés religieuses aux musulmans qu'elle ne donne pas aux chrétiens qui sont fondateurs du pays où on est. Et donc, évidemment qu'il y a une forme de clivage social qui se crée de plus en plus. Par contre, regardons un peu l'enseignement de Jésus-Christ. Essentiellement, c'est une notion d'être the bigger person, ils disent en anglais, là, d'être l'adulte dans le débat et de tendre l'autre joue et de pardonner. Donc, autrement dit, il devrait d'emblée avoir plus de tolérance dans la mouvance chrétienne parce que c'est un peu le cœur de son message idéologique. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que la gauche va avoir tendance à avoir beaucoup plus de tolérance pour le même comportement qui peut paraître sexiste envers les musulmans qu'envers les chrétiens. Et donc, la droite chrétienne américaine est en calice après la gauche parce que justement, le meurtre de la femme Irina, l'Ukrainienne qui s'est fait tuer par le noir, qui a été libérée parce que dans le fond, le wokisme dit qu'il faut les libérer, les pauvres noirs, c'est des victimes. Et tout le temps en train de leur dire que leurs raisonnements sont faux. Puis c'est ça qui est intéressant avec Charlie Kirk, c'est que lui, il débattait beaucoup avec les gens. Fait que tu vois beaucoup de jeunes étudiants woke arriver avec leur idéologie, puis l'accuser de ci, de ça, mais incapables de démontrer pourquoi qu'ils l'accusent de quoi que ce soit. Donc, évidemment, si moi je débattais contre Charlie Kirk, ça serait plus solide comme genre d'argumentation. On parle d'un homme de 31 ans, il va bientôt avoir 32 ans. La plupart des vidéos que tu vas voir de lui, il avait 30 ans, qui parle avec des jeunes au collège, donc peut-être plus autour de la vingtaine. Et donc, il y a un 10 ans de maturité intellectuelle, ce qui est énorme entre 30 et 20 ans, tu sais. Et donc, c'est sûr que pour lui, du point de vue de du sophisme, de l'art de la rhétorique,
il a une plus grande capacité à mater son adversaire. Par contre, évidemment, c'est là que tu vois l'idéologie woke en jeu, c'est que les étudiants qui défendent ces positions-là n'en ont pas d'argument. Parce que ce n'est pas une culture de l'argumentation, le wokisme, c'est une culture du dogme, comme toutes les religions. Puis c'est pour ça, encore une fois, vous avez peut-être vu des posts dans le passé de moi qui parlent du wokisme comme d'une religion. Mais pourquoi c'est dangereux? Pour ça. Parce que dans le fond, ça crée une radicalisation et une absence de pensée. Donc, c'est des dogmes qui s'imposent, tu sais. Comme une femme, c'est une femme parce qu'elle décide qu'elle est une femme. Il n'y a aucune forme de définition biologique. Charlie Kirk utilisait énormément cet argument-là. Évidemment, il y avait des sophistes puis de l'art, la rhétorique là-dedans. Mais encore une fois, tu es devant quelqu'un qui n'est même pas capable de définir sa position. Autrement dit, si pour toi la seule définition d'être une femme, c'est de s'identifier comme une femme, ben, tu n'as toujours pas défini c'est quoi une femme. Si tu ne veux pas la définir de façon biologique, tu peux peut-être dire ben, une femme, c'est une personne qui est plus contre la guerre, c'est une personne qui est plus sensible, qui a plus des valeurs familiales que, tu sais, comme Charlie Kirk disait justement que les femmes avaient plus tendance à être micro puis les hommes macro. C'était sa façon de le présenter. Donc, autrement dit, les femmes s'intéressent peut-être plus aux relations proximales d'elles, tandis que les hommes s'intéressent peut-être un peu plus aux relations géopolitiques. Tu sais. Donc, bref, il y a différentes différences entre les hommes et les femmes. Tu peux les définir de différentes façons. Charlie Kirk le définissait comme le chromosome XX. Donc là, lui, on parle vraiment du sexe, mais tu as le droit d'être en désaccord avec ça, sauf que définis-le, au moins. Sois capable d'argumenter ton point de vue. Et c'est ce qu'on voit effectivement dans la gauche américaine, donc c'est-à-dire l'absence d'être capable de débattre de son point de vue. Donc, ce qu'on voit, en fait, c'est deux groupes de plus en plus stupides. Parce que là, on l'a déjà analysé comment les magas sont stupides, c'est correct, ça va, je n'ai pas nécessairement besoin de parler de ça aujourd'hui. Mais pas tous. Puis moi, je l'avais vu beaucoup, cette problématique-là, quand Jordan Peterson, qui est un professeur canadien de psychologie, un docteur en psychologie, s'était opposé notamment à une loi fédérale qui obligeait d'utiliser les pronoms que la personne voulait. Et son opposition n'était pas tant au fait que des fois, tu sais, lui-même disait, il y a même une étudiante qui est née garçon, qui est sortie publiquement en disant, mais Jordan, il me disait à moi, elle, là, puis il savait que j'étais un homme à la signer à la naissance. Donc, c'est pas qu'il veut jamais le faire, c'est qu'il veut pas que l'État lui dise qu'il est obligé de le faire. Mais la raison pour laquelle je parle de Jordan Peterson, c'est que tu as un des intellectuels les plus articulés de ce qu'on pourrait appeler la droite conservatrice chrétienne en Amérique du Nord. Il vient de Toronto, mais bon, l'anglosphère, c'est un peu la même affaire, Canada et États-Unis dans ce sens-là, excluant évidemment les Autochtones et le Québec, etc. Et donc, si lui, il n'est pas parlable, qu'il l'est. Autrement dit, si tu n'es pas capable d'avoir une discussion intellectuelle avec Jordan Peterson ou Joe Rogan, qui est beaucoup moins intellectuel, mais qui a quand même un gros podcast puis qui prend le temps de jaser avec des gens de toutes les venues politiques, qui est assez hot pour toi pour que tu daignes lui parler. Et c'est là tout le cœur de la problématique, la gauche américaine, encore une fois, hautaine, qui se met en haut puis qui dit « Non, moi, je ne vais pas m'abaisser à ce niveau-là. » Et donc, une partie de la problématique d'en ne pas vouloir s'abaisser, c'est en fait l'incapacité à vraiment débattre de son point. Donc, si vraiment tu adhères à des idéologies qu'on peut qualifier de woke, ben, au moins que tu aies un argumentaire solide. Puis si on te confronte dans tes idées, sois capable d'en débattre. Parce que, comme je disais, moi, j'ai étudié en anthropologie les notions de genre puis de tout ça, je les ai étudiées de fond. Fait que si tu vas avoir une discussion là-dessus, fine, allons-y. Mais que tu sois offensé puis que ce soit impossible de parler avec toi si je suis pas d'emblée d'accord avec ta petite secte sur Twitter puis le mot-clé de la semaine, ben c'est ça le problème, c'est que je suis pas dans ta religion. Fait qu'encore une fois, on revient au problème de la religion, right? C'est-à-dire que moi, je suis pas en train de condamner les musulmans, je suis pas en train de condamner les chrétiens fondamentalistes. Je reconnais la diversité culturelle. Par contre, je ne suis pas obligé d'adhérer. Autrement dit, je ne suis pas obligé de devenir musulman pour leur permettre d'exister. Je ne suis pas obligé de devenir un chrétien de la Bible Belt aux États-Unis pour être capable de comprendre certains enseignements de Jésus-Christ. Et donc, il y a quelque chose de fondamentalement intolérant dans leur façon de vivre qui crée un clivage de plus en plus grand. Et quand, au travers de ce clivage-là, il se parle de moins en moins et que la violence politique augmente, ben, il y a la possibilité d'une escalade de cette violence-là jusqu'à même une guerre civile. C'est-à-dire une escalade hors contrôle
où à un moment donné, tu tires sur n'importe qui ressemble à ton camp ennemi et non pas ton rival politique. Donc, la mort de Charlie Kirk est extrêmement importante dans le climat actuel des États-Unis et celle d'Irina, qui est arrivée juste avant, et que c'est de ça dont parlait la droite américaine quand il a été tué, quasiment de la même façon dans le coup, les deux, le même côté. C'est weird comment. Puis c'est encore une fois comme si on avait voulu les silenced. Tu sais, le noir, quand il a tué la femme Irina, la femme blanche, I got that white lady, she called me a nigger. Tank dans le cou, ferme ta gueule, c'est moi qui domine. Lui, dans sa maladie mentale, ce qu'il exprimait, c'est quelque chose de fondamental. Et l'autre, puis d'ailleurs, je parle souvent de la différence entre la psychose et la perversion, puis c'est probablement deux cas de ça. Lui, il était très psychotique, puis l'autre, qui était full organisé en noir, ça leur a pris du temps de le trouver. Cacher un coup d'emballe de loin, ça, c'est un pervers, c'est un chasseur, c'est une personne organisée. Donc, tu as deux formes de maladie mentale qui s'expriment ici, mais qui expriment la même affaire. Fendre ta gueule, la droite. Puis c'est ça le problème, c'est que tu peux pas faire ça parce que tout ce que tu vas créer, c'est plus de violence politique. Donc, toute la diabolisation qu'on voit là, c'est important de mettre des nuances. Puis c'est important de quand tu veux vraiment t'attaquer à une idée de la droite, que ça soit pas de la caricature, que ça soit comme, OK, je suis pas d'accord à cause de ci, ça, puis que tu argumentes un peu. Il y en a que tu vas vouloir bloquer, fine. Je le fais toujours. Mais parce que justement, tu vois qu'il n'y a aucune possibilité de dialogue avec eux, parce qu'eux-mêmes sont pris là-dedans. Donc, perds pas ton temps à dialoguer avec du monde que c'est pas dialogable. Mais viens pas me dire que ça n'existe pas du monde qui sont pas dialogables, comme justement Jordan Peterson, Joe Rogan, Charlie Kirk. Tu peux parler avec, tu peux apporter des arguments, et même des fois, tu peux gagner un argument contre eux. Ils sont pas si fermés que ça. Peut-être qu'ils t'apparaissent fermés si toi, tu as une attitude très fermée par rapport à tes propres dogmes, mais si tu es capable de réfléchir de façon plus scientifique et d'admirer d'une certaine façon la rhétorique et de comprendre les sophismes en jeu, ben là, tu es capable de rentrer dans un dialogue intéressant. Sinon, pourquoi t'entrer dans le dialogue si tu n'as même pas les compétences pour le faire? Je ne suis pas en train de dire de ne pas s'intéresser, puis de ne pas commencer à lire, puis de ne pas commencer à développer cette intelligence-là, puis cette capacité-là. Mais si tu rentres dans une diabolisation de leur position, qu'au minimum, tu ailles une position pour le faire, que ce ne soit pas juste gratuit. Donc moi, c'est ce que je vois comme problématique aux États-Unis, ce clivage-là qui devient de plus en plus dangereux, et on le voit malheureusement un peu partout dans le monde, parce qu'essentiellement, la problématique qu'on voit aux États-Unis, c'est un peu la même problématique qu'on voit, je sais pas moi, entre l'Iran et Israël, entre la Russie puis l'Ukraine, etc. C'est des incapacités à parler puis à trouver des points communs. La Russie, c'est un esti de trou de cul qui respecte jamais ses paroles. Depuis la Corée du Nord qui a envahi la Corée du Sud, ça l'arrête pas. Là, il commence à attaquer la Pologne. C'est un crise de trou de cul. Par contre, de penser qu'il y a zéro point en commun puis il y a zéro façon de trouver des compromis là-dedans, ben, c'est sûr que ça mène à la guerre. Est-ce qu'elle est inévitable? Peut-être. Mais au minimum, avec les gens les plus modérés, ils doivent avoir une tendance à faire un effort vers le dialogue de façon à ce qu'au moins une partie puisse comprendre, puis que peut-être on puisse basculer vers une culture où on partage la planète pour vivre ensemble, plutôt qu'on se divise de plus en plus pour s'autodétruire. C'est grosso modo ça, l'enjeu.